bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et comme toujours, je suis très content d'être là avec un certain deuxième ligne de 2 mètres, il s'appelle Théodore de Saint-Rémy. Comment tu vas mon cher Théo? Mais je vais très bien. Alors, je suis un ex-deuxième ligne, hein, comme tu l'as souvent dit. J'ai roulé ma bosse dans le rugby, mais maintenant, j'étais plutôt sur la case éducateur. Mais absolument ravi d'être là avec toi. Et puis, ravi aussi d'accueillir une nouvelle invitée, une nouvelle pote du pack. Donc, je te laisse nous la présenter. Exactement, on est très content d'avoir avec nous Amélie Mahé. Salut Amélie. Salut les garçons. Écoute, on est très content de t'avoir là avec nous. En fait, quand je t'ai rencontré, c'était une super soirée. J'aimerais bien l'expliquer rapidement. J'étais à Paris avec Charlie, pour regarder notre copain Charlie de Pacte Pod, pour regarder un match de fauteuil roulant. Et là, on s'est rencontrés pendant le match. Et j'étais étonné, tu connaissais tout sur le fauteuil roulant. Pour moi, je connaissais rien de tout. En fait, c'était un grand découvert. Et en fait, tu étais un vrai expert de rugby fauteuil, mais pas que, parce que tu joues au rugby féminine depuis un certain temps aussi. Exactement. Oui, on s'est rencontrés pendant les Paralympiques. On avait été voir chacun de notre côté des matchs de rugby fauteuil et qu'on appelle dans le milieu du quad rugby. Et ouais, je me suis fait des copains dans le stade toulousain handisport et je suis allée supporter les garçons pendant les Paralympiques et on a eu l'occasion d'échanger tous les trois avec Charlie. C'était une super soirée. Et Exactement. effectivement, je joue au rugby depuis 14 ans. Alors, j'habite à Toulouse et j'ai commencé le rugby au Stade Français. Et ensuite, j'ai débarqué à Toulouse et j'ai roulé ma bosse un peu comme Théo dans quelques clubs toulousains. Et je joue encore, malgré mon âge avancé. Je suis encore dans le championnat. Bah parfait, c'est bien parce que comme ça, on a toujours quelqu'un de Stade Français et Racing 92 dans l'équipe. C'est très bien. Mais maintenant, un peu de soleil du sud aussi, comme tu es de région toulousaine, c'est génial. On va parler rugby féminin au début et bien sûr, on va aussi parler de tout ce qui est EPCR avec le Challenge et Champions Cup plutôt. Mais j'ai pensé que ça serait bien de revenir un peu sur le Six Nations Femmes. Il faut dire qu'en ce moment, les Anglaises, ils sont champions depuis, depuis 2019, il me semble. 2018, c'est la dernière fois que la France a gagné ce Six Nations. Mais l'Angleterre, depuis environ 15 ans, ils sont vraiment le top de top de top. Tu dis ça pour nous énerver, là, Thierry. Tu veux tout de suite être désagréable. C'est ce que je comprends. C'est pour mettre un peu de piquant pour en 2 semaines quand on va jouer contre les Anglaises. Ouais, tout à fait. C'est une équipe, une nation qui a complètement progressé et ce progrès se fait principalement grâce à la professionnalisation. Ils ont été vraiment précurseurs là-dedans et les résultats parlent d'eux-mêmes depuis, hein. Effectivement, elles ont gagné le Six Nations depuis plusieurs saisons. Six Nations féminins qui se jouent désormais en décalé de celui des garçons et des U20 depuis le Covid. Finalement, ils se sont rendus compte que le jouer en décalé apportait plus de visibilité aux filles. On est tous des mordus de rugby, mais on va pas se leurrer quand un week-end, il y a les U20, les hommes et les femmes à regarder. Bon, généralement, il y a quelques matchs qui Ça sont fait trop. priorisés, exactement, et ce ne sont pas vraiment les femmes qui sont valorisées. Donc, c'est très bien en fait de l'avoir décalé, et les filles ont démarré le week-end juste après la finale remportée par les garçons. Donc, ce que tu nous dis là, Amélie, c'est que les Anglaises sont très en avance en professionnalisation. Et honnêtement, il y a vraiment une classe d'écart par rapport aux Françaises là-dessus? Là, on n'a pas battu les Anglaises depuis quelques années, donc je dirais que oui. Oui. Non, mais sur leur organisation de la Fédé et tout ça, elles sont plus payées que nous, elles Elles s'entraînent sont totalement, plus. ouais. Elles Ouais. sont totalement professionnelles chez les filles. Elles ont des contrats fédéraux qui leur permettent d'avoir un petit salaire et pas forcément avoir cette obligation d'avoir un travail à côté, hein, parce que dans Ouais. le rugby féminin, en élite 1, qui est l'équivalent du top 14, beaucoup enfin tout le monde est amateur et il y a des clubs qui ne peuvent pas du tout, ne serait-ce que mettre des primes. Donc oui, aider les joueuses anglaises a forcément aidé à la progression de l'équipe et les résultats parlent d'eux-mêmes. Comme on a eu avec Lennon Corson, en fait, qui était guest star ici aussi à Pacte Pot. Elle était allée finir sa carrière là-bas en Mm. Angleterre. Et il y avait aussi, en fait, Ilona Meyer, en fait, l'américaine qui est super connue en ce moment sur les réseaux. Elle aussi qui est joueuse américaine, en fait, sur l'équipe de 7. Bah, finalement, elle est allée jouer au 15 en Angleterre, à Bristol. Elle était très contente de le faire. Et maintenant, elle va normalement jouer sur l'équipe américaine, mais en 15 maintenant.
Mais allez, je propose qu'on attaque les 3 premières semaines parce que ça fait un petit moment, on n'a pas parlé, on ne s'est pas vu, mes chers potes. Donc, on y va tout de suite. C'était la première week-end. Et voilà, le premier match pour nous, c'était Irlande contre France. On a gagné, on va le dire, on a gagné 27-15. Mais c'était pas si simple de tout, je trouvais. Gabrielle Vernier, elle a marqué le premier essai, mais aussi elle a pris un carton jaune après pour un plaquage un peu trop haut quand même. Le 15 bourgeois était très bon au pied, bon petite découverte pour cette signation-là. Et la capitaine Feliu, c'est la seule autre française qui m'a vraiment inspiré dans ce match. En fait, en face, il y avait l'Irlandaise Waffer, en fait, qui joue 8. Elle était super impressionnante. Elle était même joueuse pour la semaine de Six Nations, même en perdant contre la France. Bref, un match de démarrage, on l'a gagné, mais je ne sais pas pour toi, Amélie, comment tu sentais, mais j'étais un peu surpris. Je trouvais un peu long la France, surtout en défense. Alors, ça a été, ouais, je pense, une grosse surprise pour les Françaises de tomber sur une équipe irlandaise très hargneuse. Donc, ça montre aussi l'oscillation que pendant très longtemps, la France et l'Angleterre ont dominé, mais on voit que ces petites nations sont aussi en train de progresser. Alors, je ne pense pas que la France régresse, peut-être qu'on stagne un peu, mais en tout cas, l'écart se creuse. Et puis, on sort aussi d'un Women. Ce nouveau format là, qui remplace la tournée de novembre, où les Françaises ont fait une tournée catastrophique, hein. Donc, je pense qu'elle partait aussi avec quelques appréhensions. Et le fameux jaune de Gabrielle Vernier a été transformé en rouge en plus. Donc, on a perdu la meilleure joueuse du monde élue en 2023 sur ce match-là. Et elle devrait reprendre logiquement la semaine prochaine. Mais on a quand même gagné le match, tout comme Angleterre qui a battu Italie 38-5 et Écosse qui a battu de justesse Pays de Galles 24-21. Semaine 2, on a joué contre l'Écosse. Ça fait quand même 15 ans sans victoire pour l'Écosse contre la France. La défense et la mêlée française étaient très fortes dans le démarrage. Carla Arbez a marqué le premier essai. Super public d'ailleurs à La Rochelle. Très peu d'erreurs, je trouvais, par la France. Les enfants étaient vraiment en forme, ballon en main surtout. On a gagné beaucoup de conquêtes. On a gagné beaucoup de conquêtes et on était rarement en difficulté. Il y avait un petit essai pour les Chardons quand même à la fin de le premier mi-temps grâce à un contre. Mais on était 13-7 pour la première mi-temps malgré une domination quasi totale par les Français, je trouvais. Deuxième mi-temps, l'Écosse a presque marqué à l'entrée. Heureusement, Morgan Bourgeois était là pour une pénalité. Pauline aussi, le 9, avec un petit drop sympa. 19-10 et à 60 minutes, Pauline Bordon-Sensus avec un super offload pour Feliu. Et tout de suite, on a 2 essais par la suite. On finit 38-10 pour ce match contre l'Écosse. Ouais, là, on a un peu plus creusé l'écart. Tu parlais de Carla Arbez, voilà, la 10 de Bordeaux, hein, qui n'avait pas été appelée en équipe de France depuis un an et qui fait un très très bon tournoi et qui était en concurrence avec Lina Keiroy, qui est partie de Blagnac pour aller au Stade Toulousain l'année dernière. Et elle garde, voilà, elle garde sa place de 10. Elle est un bon chef d'orchestre et elle fait pour l'instant un très très bon tournoi, effectivement. Le deuxième semaine a fini plutôt positif pour Irlande aussi, 54-12 contre Italie. Et bien sûr, l'Angleterre a gagné contre Pays de Galles, 67-12. Semaine 3, c'était ce week-end contre Pays de Galles. On a souffert en mêlée, mais on a gagné en touche. Et puis encore le 10, Arbez fait son entamac, longue passe au pied pour Émilie Bourdon, 7-0, sans souci pour nous. Morgane Bourgeois, encore bon sous les perches. Les Rouges reprennent rapidement, par contre, avec des avants 7-5 à 10 minutes. Et tout de suite, c'est le doublé pour la Gazelle Boulard, 14-5. Le pilier Rose Bernardo avec quelques plaquages et une grattage aussi, mais ça siffle contre nous pas mal. Et c'est pour les Rouges, encore les avants. Bernardo encore avec un joli percé et offload, manager galope, mais encore des erreurs et on recule. Et voilà Batwoman Rose Bernardo avec le masque. Elle va marquer un essai, mais c'est un essai refusé. Finalement, c'est la talonneur Bigot qui va mettre cet essai. Deuxième mi-temps démarre plutôt bien, un essai par la capitaine Feliu. Super match par elle, 28-12. Il y a du bien et du moins bien dans ce match. Des très jolies progressions, j'ai trouvé, surtout pour la capitaine, le 8, et pour le 9, Bourdon-Sensu, mais trop d'imprécision aussi. Les deux équipes sont guerrières ici à Brive et les fans sont superbes. La France va garder la main sur le match, 42-12.
Ouais, c'était assez serré à la mi-temps encore et grosse deuxième mi-temps de l'équipe de France. Un petit mot sur Manon Bigot, la talonneur qui remplace Agathe Socha qui s'est fait opérer du ménisque après le premier match et qui a un parcours assez incroyable, qui a joué au rugby de 2008 à 2013, qui a fait quelques piges vite fait en équipe de France et qui a repris il y a 1 an et demi et du fait des blessures est en train vraiment de se faire une place importante dans l'équipe et qui devrait, je l'espère, sans surprise, faire partie de la Coupe du Monde pour cet automne. Par Elle a contre, fait une encore sacrée beaucoup. performance hein, Ouais, ouais, sur ce ouais, match-là. élue meilleure joueuse du match. Mais encore Ouais. beaucoup de déchets, hein, quasiment 30 en avant de la part de l'équipe de France. Là, on est vraiment sur du déchet beaucoup trop important pour ce niveau-là. Et on sait très bien que dans 15 jours, contre l'Angleterre, ça ne passera pas si les filles ne sont pas plus sérieuses sur les finitions. Ouais, c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu. Moi, j'ai vu ce match. D'abord, j'étais quand même relativement surpris par le niveau des Galloises parce que je les Mm. ai trouvées meilleures que dans mon souvenir, en tout cas vraiment meilleures que ce que j'avais vu l'année dernière. J'ai trouvé quand même bien organisées, assez rigoureuses en défense, etc. Enfin, elles ont vraiment donné du fil à retordre aux Françaises. Après, moi, je suis fou des sœurs Féléou. En fait, je suis pas rationnel avec cette histoire parce que je la trouve tellement belle en fait. Les deux frangines qui viennent du bout du monde, qui passent en Nouvelle-Zélande, qui arrivent en France, qui sont en équipe de France toutes les deux, puis l'autre qui est en 6e année de médecine. Tu te dis mais c'est pas possible, c'est un roman ce truc. Enfin, moi voilà, elles me font rêver. Donc à chaque fois que je les vois avancer de 3 matchs, je saute dans mon canapé, je suis trop content. Et puis elles nous ont pas déçus parce que la numéro 8 fait encore une sacrée performance. Et puis bon, moi je découvrais un petit peu aussi Carla Arbez que j'ai trouvé vraiment bonne. Et j'aime bien quand même le petit doublé de Jenny Boulard, c'est quand même sympa. Voilà, Oui, donc oui, je suis un petit peu circonspect parce que c'est vrai qu'elles ont été très dominées ces dernières années par les Anglaises et je trouve pas qu'elles aient fait tellement le plein de confiance sur ces 3 matchs-là. Je trouve qu'il y a eu du déchet. Maintenant, ce que je trouve, c'est que il y a quand même les Françaises et les Anglaises, quand on voit le goal average, t'as les Anglaises qui sont à plus 132, les Françaises à plus 65, et tout le reste, les 4 équipes sont en négatif. Donc il y a quand même, je trouve, un petit décroché des Anglaises et des Françaises, et puis les autres qui progressent, qui bataillent, mais qui, quand elles rencontrent les deux grosses équipes, souffrent beaucoup, et on va dire souffrent encore plus contre les Anglaises que contre les Françaises. Donc moi, j'attends de voir dans 15 jours. Ça fait longtemps qu'on les a pas battus. Moi, à chaque fois, je suis frustré parce que je les vois tout donner, essayer, etc. Et puis finalement, souvent, subir devant, quoi. Au bout d'un moment, à la 50e devant, elles se font rouler dessus. Et le dernier quart d'heure est trop dur et ça lâche. Donc, est-ce que ça va encore être ça cette année? Je sais pas. C'est quoi, Amélie, ton pronostic? Mais moi, c'est ce que je voudrais pas voir, quoi. Voilà. Je voudrais que elles aillent jusqu'au bout, gagner ou perdre, je m'en fous, mais j'ai pas envie de voir la digue céder, quoi. pas forcément on est chauvin, donc c'est difficile de dire là maintenant, oui, elles vont perdre. Non, pas du tout. Il faut y croire, elles ont les capacités de le faire. Mais effectivement, ça va se jouer aussi au mental. On le sait que le pack de devant anglais, il est très très lourd. Comme tu dis, systématiquement, ils nous ont mis pas mal d'essais Ouais. sur ballon porté. Et après, voilà, c'est difficile de récupérer l'écart creusé. Là, on a récupéré du lourd encore cette semaine. On a les filles du 7 qui ont réintégré le 15. Tu nous parlais des sœurs Féléou. On devrait peut-être récupérer les sœurs ménagères. Roman était parti jouer avec Ouais. le 7. À voir si les compos changent pour l'Italie et puis pour l'Angleterre dans 2 semaines. Mais non, il faut y croire. Il faut y croire. Il y a aussi, je pense que Morgane Bourgeoise aussi, mine de rien, avec son coup de pied, là, je trouve que elle fait vraiment, c'est un peu le Ramos, on va dire, de l'équipe des filles. Ça fait beaucoup de points qu'elle a ajouté et il y avait certains moments où on avait vraiment besoin parce que quand il y a un tic au tac comme ça au niveau de score contre les Galloises, on pouvait se faire peur, mais heureusement on était là. Surtout, je pense qu'elle a raté quoi, deux coups de pied pendant toutes ces nations jusqu'à là quand même. Non, non, il y a de la qualité, mais effectivement, il va falloir être plus rigoureuse et peut-être mieux réfléchir sur les choix de jeu durant les matchs. Il va rester encore l'Italie pour prendre confiance et rendre une copie quasi parfaite contre l'Angleterre, puisque la moindre erreur, on la perd à cash.
Bah, la dernière fois qu'on a battu les Anglaises, c'était 2018. On les a jouées, il me semble, 13 fois depuis. Et selon mon compte, en fait, chaque fois, on va dire 9 fois sur les 13, on était, on va dire, 5 ou 6 points d'écart. En fait, on était assez proches. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas surclassé non plus. Ça reste dans les cordes des Françaises, on va dire. On va oublier l'année dernière qui était 42-21. On va oublier celle-là. Mais si je dis 13-7 ou 15-17 ou 10-6, bah, ça reste complètement faisable pour nos Françaises de battre les Anglaises. Oui, tout à fait. En plus, l'année dernière, on l'avait joué à domicile. Il y avait une ambiance de dingue au match. Il y avait vraiment tout le public qui était là pour le porter. Là, effectivement, ça se joue en Angleterre et on sait que le public anglais est très, très porté derrière son équipe féminine. C'est le cas aussi en France, hein. On l'a vu, hein, les matchs sont quasiment à guichet fermé là, cette année en France encore. Mais ça va donner aussi un aperçu des Anglaises, de la ferveur de ses supporters pour le Six Nations et de ce qui sera leur Coupe du Monde à la maison dans 6 mois. Ouais, il me semble qu'on avait un record l'année dernière, record de femmes à Mm. Twickenham pour un match féminin. C'est vraiment génial. Et comme tu dis, c'était vraiment plaisant de voir, comme pour les hommes aussi, je pense qu'on a un très bon public de rugby en général en France. Et c'est très agréable de voir les matchs féminines avec tous ces voix et tous ces supporters et supportrices derrière. Mais tu peux en parler un peu parce que tu joues toujours. Et récemment, en fait, il y avait un petit documentaire, je pense, sur toi. Est-ce que tu peux... j'ai trouvé ça génial. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Alors pour l'anecdote, hier, je suis allée faire les courses et le caissier m'a dit, Madame, vous jouez au rugby? Je fais oui. Puis, mais c'est vous que j'ai vu sur TikTok? Je fais oui, oui, c'est moi. Alors je joue au rugby depuis, c'est ma 14e saison. J'ai démarré au Stade Français quand l'équipe a été créée en 2011. Donc je suis une des toutes premières Pink Rockets de l'histoire du club. Et depuis, j'ai eu 3 enfants. J'en avais déjà une grande fille. J'ai jamais arrêté de jouer au rugby. J'ai jamais fait une saison blanche. Et cette année, alors déjà depuis l'année dernière, on avait fait quelques piges ensemble avec ma fille. Et j'ai une fille qui va avoir 20 ans là, cette année et qui est montée en senior l'année dernière. Donc on a joué notre premier match ensemble à Blagnac. Et cette année, on est au TUC, au Toulouse Université Club. Et on est qualifié pour les phases finales. Donc on a eu le média local, la Dépêche du Midi, qui est venu faire un petit reportage sur nous. Et reportage qui a cartonné sur les réseaux et où on montre comment il est possible de jouer au rugby à 40 ans et de jouer avec sa fille. Donc Ouais, je suis pas la seule maman qui joue avec sa fille dans le championnat féminin, mais voilà, en tout cas, je suis fière de faire cette expérience-là avec elle et de porter les valeurs du rugby féminin et de montrer qu'il n'y a pas d'âge en fait pour jouer au rugby et que c'est tout à fait possible. Donc j'ai fait preuve de patience j'ai attendu 13 ans avant de pouvoir jouer avec elle. Et c'est assez kiffant, et d'autant plus qu'on fait les phases finales France là dans 15 jours, donc ça va être top. donc, elle joue quoi comme poste alors, ta fille? Elle joue plutôt 15. Elle aime bien jouer 15. La semaine Ouais. dernière, elle a joué 10. Et vu que notre 9 s'est blessé, je pense qu'elle sera 9 pour le 16e de finale. Non, mais Donc elle touche à tout derrière. Elle joue de 9 à 15 sans problème. c'est vraiment magique. Nous, on avait parlé d'une histoire comme ça chez les garçons avec un certain Jean-Philippe Revalier qui avait joué avec son fils et c'était une histoire, moi, qui m'avait vraiment bluffé. Bon, moi, j'ai un fiston, je suis trop vieux parce que on pourrait plus jouer on a trop d'écart, on va dire, pour pouvoir jouer ensemble, mais je pense que c'est une case à cocher qui est juste extraordinaire parce que quand on a des copains avec qui on joue au rugby, bah, on sait que c'est des copains pour la vie, mais alors quand c'est déjà une partie de ta vie, c'est-à-dire ton enfant et que tu joues avec lui, ça doit être complètement fou. Alors je te tire mon chapeau, l'histoire est géniale. Je vais la découvrir certainement un peu plus, mais c'est une histoire absolument emballante et puis qui en dit beaucoup plus en fait que juste jouer avec ma fille. En fait, c'est une vraie aventure ton truc. C'est génial. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une vraie aventure. J'ai démarré au Stade Français. Elle y a joué, il y a démarré le rugby 1 an après moi. Donc, elle avait 7 ans quand ils ont accepté de prendre les petites filles à l'école de rugby. Ça montre aussi l'évolution, hein. Moi, la première année, le Stade Français, alors, elle m'a dit non, on ne sait pas gérer les petites filles. Et j'ai eu la même chose, le même discours quand je suis arrivée à Toulouse. Je m'étais dit que ce serait stylé de passer du Stade Français au Stade Toulousain pour elle. Et le Stade Toulousain, à l'époque, donc il y a 10 ans maintenant, nous avait dit non, non, on ne prend pas les petites filles à l'école de rugby, on n'a pas de vestiaire pour elles, on n'a personne pour s'occuper d'elles. Bon, heureusement, ils ont énormément changé de mentalité, hein, les deux clubs, hein, d'ailleurs, mais ça montre que ça reste assez récent et qu'il y a eu vraiment un énorme bond en avant dans la féminisation de ce sport. Donc moi, c'est une très grande fierté de jouer encore à mon âge, de pouvoir jouer avec elle et de véhiculer ces valeurs-là, hein. Alors, t'as 4 enfants en tout, Amélie? J'en ai 4, ouais.
Et alors, t'as des garçons aussi là-dedans ou il n'y a que des filles chez Amélie? J'ai deux filles, deux garçons. Les filles ont 20 ans et 4 mois. Ouais, Et les ok. garçons ont 11 ans et 3 ans. Ok. École de rugby pour les garçons ou baby rugby pour 3 ans? Ouais. Baby rugby, section rugby au collège pour le deuxième qui va la Ok, profiter des donc au fait, médecines. dans la famille Amélie, c'est rugby ou rien, quoi. C'est ça, c'est. Alors, ou rien, non, on les laisse faire ce qu'ils veulent, mais forcément, ils ont grandi dedans. Et voilà, et monsieur entraîne les cadettes de Blagnac. Donc nos semaines et nos week-ends sont rythmés par le rugby, complètement. Je, Waouh, chapeau. je savais, Théo, que cette histoire allait te plaire. Ah oui, oui, non, Euh, moi qui aime les histoires de famille au rugby, là, je suis servi. C'est hyper intéressant de voir le changement de rugby en 10 ans. Tu disais, bah, en fait, Stade français, il y a 10 ans, il n'y avait pas, ou 14 ans, il y avait pas. Et en fait, Stade toulousain, il n'y avait pas non plus. Mais maintenant, en fait, il se retrouve quatrième, on va dire, dans l'élite 1. En fait, j'aimerais bien que tu nous parles rapidement du championnat féminin ici en France. Ouais. Ouais, alors à te dire à quel point ça a évolué et que tout est possible. Tout à l'heure, je te parlais de Manon Bigot. Moi, quand j'ai signé à Blagnac il y a 10 ans maintenant, on est arrivé en même temps dans le club. Donc moi, j'ai eu l'honneur de jouer avec Manon dans l'équipe réserve de Blagnac il y a 10 ans. Donc C'est c'est assez chouette. incroyable. Et donc l'élite 1, ça change beaucoup. C'est ça aussi dans le rugby féminin, c'est que dans l'élite, il y a tellement d'écart entre les clubs qu'ils testent des formules. Voilà. Donc cette année, on est dans une nouvelle formule. On est passé de 2 poules de 6 à une poule unique de 10 équipes. Et il faut terminer dans les 4 premières pour accéder à la demi-finale. Et ben, il n'y a pas vraiment de surprise en fait dans le top 4 actuellement parce qu'on retrouve les mêmes équipes demi-finalistes de ces dernières saisons, à savoir Bordeaux qui domine largement le championnat avec déjà 15 points d'avance sur le deuxième Blagnac et suivent Romagna, ASM et Stade Toulousain. Donc sauf mauvaise surprise, on devrait avoir ces 4 équipes la demi-finaliste. Donc ça montre aussi qu'on est sur une constante sur ces clubs-là, mais avec des autres clubs français, d'autres clubs français féminins qui ont du mal à se faire une place dans ce quatuor. Et autre particularité, donc on est en plein 6 nations, c'est aussi la première année où il n'y a pas de pause dans le championnat d'élite 1, puisque ben, autant les garçons ont de quoi faire des équipes réserves, d'aller prendre chez les espoirs quand il y a des matchs internationaux, ce qui est moins le cas chez les filles quand on voit que c'est dans ces clubs-là, Blagnac, Stade Toulousain et Bordeaux, où il y a quand même beaucoup, beaucoup de représentantes. Donc pour la première fois, il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire que le championnat continue en élite 1, alors que les années précédentes, on avait une Coupe de France, soit de 7, soit de 15. Et donc cette année, le championnat continue, mais pour l'instant, il n'y a pas réellement d'impact. Donc peut-être qu'ils garderont cette formule-là s'ils se rendent compte que le championnat d'élite 1 n'est pas forcément impacté par les matchs internationaux qui peuvent avoir lieu en même temps. Bah super, bon, on va passer vite fait aux Sevens, où en fait les filles sont plutôt bien aussi, mieux que les hommes, on va dire. En fait, récemment, il y avait le Hong Kong Sevens et après Singapour, où les filles ils ont fini juste un petit quatrième. Dommage, mais quand même, ça fait 14 points pour chacun, pour chaque, on va dire, week-end, et ça fait garder leur troisième place derrière Nouvelle-Zélande et Australie. Mais fais attention à Canada qui sont juste derrière, qui a gagné le bronze dans ces deux week-ends. Qui sont nous sommes à 80, eux ils sont à 72. Pour les hommes, bah, il y avait des bonnes nouvelles, il y avait des moins bonnes nouvelles. Hong Kong, c'était plutôt bien, on a gagné la médaille d'argent. Et ensuite, voilà, je pense qu'il n'y a pas de cuillère de bois, mais en fait, on a gagné un petit point. On était dernier, on était battu par les Américains, wouhou, les Américains qui ont battu les Français pour un petit point de plus. Donc, super Thierry, week-end de Hong Kong, oui. si je peux me permettre, c'est pas la Mhm. cuillère de bois, c'est la cuillère de bois. Parce que sinon, il va y avoir une confusion. Ah ok, bah, je vais regarder ça dans un dictionnaire après. Bon bref, on va voir que les femmes bah, ils réussissent un peu plus dans les sets en ce moment que les hommes. Oui, effectivement. Alors après, les filles avaient aussi à cœur de faire mieux qu'à Vancouver. Elles avaient pris que 4 points en faisant 9e place. Ça faisait bien longtemps qu'elles n'avaient pas fait une prestation aussi faible. Et sur les 2 tournois, elles prennent la 4e place avec ce qui clairement va devenir la bête noire des Françaises, hein. Les fameuses Canadiennes qui leur ont privé d'une place en demi-finale dans leur JO à Paris cet été, et ben, sont les mêmes Canadiennes qui les privent d'une médaille de bronze aux 2 derniers tournois. Donc un peu décevant, je pense qu'elles finissent frustrées. Donc cela dit, elles conservent leur 3e place et sont qualifiées pour les finales qui auront lieu à Los Angeles. Match contre les Canadiennes, je crois que j'aurais pu jeter la télé tellement ça m'avait énervé au Mm. JO. J'en pouvais plus, personnellement.
Ouais, c'était très frustrant, mais même là, C'était horrible. sur les derniers matchs encore, hein, il y a, enfin voilà, il y a quelques, voilà, des passes approximatives, on domine et puis finalement, on les laisse, on les laisse finir et passer sur le fil, et exactement comme il y a 6 mois. Donc oui, très, très frustrant. Ouais. Petite surprise aussi, je trouve, chez les hommes, c'est les Argentins qui sont premiers et aussi les Espagnols, en fait, qui sont troisièmes pour l'instant. Donc ça, c'est peut-être les Espagnols vont avec Georgie pour aller trouver un place dans les 6 nations qui devraient être des 8 nations, peut-être des 12 nations. Oh, attends, je suis un peu trop américain là. Allez, on passe au PCR si ça vous va. On va regarder vite fait, il y a 2 semaines, le huitième de finale. Qu'est-ce qu'on peut dire que Clermont était pas à l'auteur face à Northampton, 46 pour Northampton, 24 pour Clermont. Toulon, qui en fait perdait dans la première mi-temps, mais finalement ils ont réussi à gagner 72-42 contre les Saracens quand même. Leinster 62-0 contre les Harlequins, incroyable quand même. Castres dans un match de folie, en fait, si vous n'avez pas regardé, il était magnifique ce match-là. Et en fait, il y a un neveu de Tano Umaga qui joue chez les Italiens, c'est assez marrant. Castres, de dernière seconde, ils arrivent à gagner 39-37. Un match à l'ancienne, je pense que je t'ai texté Théo parce qu'il y avait une espèce de vieille bagarre à l'ancienne dans ce match-là, j'étais un peu surpris. Pourquoi tu penses que ça me parle? Je sais pas. Je sais pas, ok. La Rochelle a bien démarré contre Munster, mais pas assez de jus dans le engine pour le fin. Glasgow Warriors 43-19, assez étonnant contre Leicester, qui sont typiquement très bons. Donc étonnant de les voir perdre dans le huitième. Bordeaux-Ulster 43 pour Bordeaux, 31 Ulster. Et Toulouse-Sale aussi, un match assez étonnant, ou très difficile au début. Toulouse qui perdait à la mi-temps 17-15, et finalement pour mettre un paquet de points pour gagner aisément 38-15 à la fin. Ouais, moi j'étais très en colère quand j'ai vu que Clermont s'était pris une claque par Northampton, mais j'avais pas vu le match. Et là, j'ai vu le match de Northampton ce week-end contre Castres et j'ai compris. Là, il y a des gros clients quand même. Donc, pour les demi et la finale, ils ont une équipe de feu. Et donc, je suis un petit peu moins sévère a posteriori avec Clermont parce que Northampton, c'est du très très lourd. Je pense qu'on va dire un certain nom Pollock après. Allez, Ouais, on passe à quarter final. Encore Leinster 52-0 contre Glasgow. C'est incroyable. Ça fait 114 points à 0 dans les playoffs. C'est un truc de fou. Bordeaux contre Munster. Bordeaux très en jambes, surtout Penaud, j'ai trouvé. 47-29. Bravo, Bordeaux. Northampton, comme tu as dit, contre Cast, ils ont bien écrasé. 51-16. Surtout un doublé par Pollock, le jeune, numéro 7. Et Toulon-Toulouse, un sacré match qui a fini avec un coup de pied de Ramos en la dernière seconde. Et vraiment, malheureusement pour pauvre Villiers, qui a joué plutôt un bon match, qui loupe le réception dans ces 5 mètres. Et finalement, tout le match tourne sur ça. Et c'était un sacré match. Si Théo, si tu as envie de dire un mot. Oui, moi j'adore Gabin Villiers. Tu sais que c'est un gamin qu'on a vu sortir de la Pro D2 à Rouen. Moi, en plus, j'habitais en Normandie pendant un certain temps, comme tu le sais. Donc, c'était une véritable légende là-bas parce qu'on y croyait, on y croyait, on y croyait. Puis à un moment, le mec explose, il se retrouve en équipe de France à Toulon, etc. Donc, c'est un profil de guerrier, de mec qui ne lâche rien, etc. Donc c'est extrêmement cruel que ça lui tombe dessus. Mais je pense que c'est pas là qu'ils perdent le match. Ils perdent le match parce qu'ils marquent pas d'essai. Ils n'ont pas été suffisamment dominateurs dans le jeu face à un Toulouse qui finalement laisse pas mal de points au pied et était assez emprunté, qui finit par gagner quand même. À mon avis, c'est relativement mérité. Moi, quand ça finit à 21-18, mais qu'il y a 2 essais d'un côté, pas d'essai de l'autre, j'ai tendance à penser que c'est quand même relativement juste. Mais c'est très, très dur pour Gabin Villiers, c'est certain. Après, je suis comme toi, je suis impressionné par les 2 scores, les 2 roues de bicyclette que le Leinster passe à ces 2 adversaires successifs. Je me dis, le prochain qui va marquer un point contre le Leinster, il va dire, j'ai déjà fait un truc quand même. Parce que effectivement, 114 points à 0 en 2 matchs à ce niveau de compétition, ça paraît presque bizarre. On dirait, non, les mecs, là, dans les scénarios, les mecs se sont trompés. Et puis, Northampton, moi, j'ai été bluffé de voir, en fait, la qualité de l'équipe qu'ils ont. Parce qu'en fait, ils ont quand même la charnière de l'équipe d'Angleterre. Freeman à l'aile, Pollock qui a 20 ans, qui est
insupportable, on va le détester pendant les 15 ans qui viennent, lui, il va être absolument infernal, il sait tout faire, il va vite, en plus il a une gueule d'ange, et en plus il est chambreur. Donc là, le mec, il est parti pour 15 ans de détestation sur le territoire français, c'est une certitude, ça c'est déjà acquis, mais je les ai trouvés très très impressionnants parce que Castres en fait c'est quand même une équipe rugueuse. Alors c'était un peu une première pour eux à ce niveau de la compétition et pour eux c'est déjà une très belle aventure. Mais ça a fini avec une classe d'écart. Et enfin, je termine juste sur Bordeaux-Munster, la fin de carrière de Peter O'Mahony notamment, qui vient terminer, puisqu'il a fini avec l'Irlande au mois de février. Là, il finit la Coupe d'Europe. C'est un grand guerrier qui est venu mettre le genou en terre parce que Bordeaux était tout simplement au-dessus. J'ai trouvé que Biel Biarret était un petit peu en retrait. On l'a moins vu, mais rien que le premier essai de Penaud, que les mecs surnomment cheval, mais c'est ça, c'est un cheval. Il arrive dans le dos des mecs à 2000 à l'heure, il saute en l'air comme un diable de sa boîte. Et rien que pour ça, j'étais content. Ouais, Penaud qui en plus devient le meilleur marqueur C'est ça. sur une compétition 12, la même saison. Hein, donc, 12 essais, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. c'est costaud. Ouais, Et puis c'est oui, pas fini parce qu'il reste la demi-finale et la finale peut-être même. ouais, Ils reçoivent exactement. Toulouse, hein, ça va être chaud. Hein. Ouais. Savoir quand même que la dernière confrontation à très haut niveau sur match éliminatoire, ça avait tourné à la correction. On avait même envie que ça s'arrête. On avait pitié de Bordeaux à la fin, en finale championnat de France l'année dernière. Donc là, demi-finale de Coupe d'Europe, c'est un beau théâtre pour prendre une revanche. Ouais, ouais, tout à fait, effectivement, avec cette humiliation-là en juin dernier. Donc, à voir sur cette demi-finale. Après, je te rejoins sur le Stade Toulousain. Regardez le match. Voilà, c'était très serré. Deux essais marqués à zéro, deux essais refusés pour Toulouse. Et Gabin Villière, bon, bah, voilà, hein. Il y a cette mauvaise réception. Il y a surtout la pression toulousaine qui vient. Et la pénalité, elle est justifiée. Et Ramos qui passe alors qu'il en a raté deux ou Ouais. trois avant. Donc voilà, Et je sais pas si vous avez vu. l'expérience. Je sais pas si vous avez vu l'interview de Ramos à la fin. Il était au bord des larmes. En fait, il était Mm. hyper ému. Je pense qu'il y avait une tension nerveuse. Il avait l'impression d'être passé à côté de son match. Il avait loupé 2 ou 3 pénalités qui d'habitude sont dans ses cordes, on va dire. Puis il vient gagner là-dessus, faire basculer Mm. le match. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de décharge émotionnelle qui s'est faite. Alors on croit que les mecs sont habitués. Hein. Il a beau avoir fait les Coupes du Monde, 50 sélections d'équipe de France, enquiller des points de partout, avoir empilé des titres, etc. Mais ça reste des bons hommes en fait. Hein. Et comme quand on est sur le terrain, on est un homme ou on est une femme et puis on a ses émotions, sa capacité à craquer. J'étais assez surpris quand même. Et je me dis, bah oui, les mecs ne sont pas des robots. Non, tout à fait. Puis c'était émouvant de voir effectivement la joie des Toulousains à la fin du match et les gros plans sur Gabin Villière a crevé le cœur. Hein. Il va se ressasser cette réception de balle pendant très très longtemps. Hein. C'est possible. Un petit truc sur Leinster, c'est assez fou quand même, parce que c'est l'équipe d'Irlande. Ils Ouais. ajoutent Slimani, ils ajoutent Snyman d'Afrique du Sud. Et en plus, là, ils ajoutent un Barrett quoi, de Nouvelle-Zélande. Et ça me semble juste pas juste, en fait, tu vois, mais c'est pas possible. Et comment tu fais un super équipe, bah, tu vois, c'est incroyable. Et comme tu dis, c'est même en basket, tu peux pas faire 52-0. En Ouais, foot c'est américain, incroyable. c'est méga rare. Il y a quel autre sport où on va mettre 52 au Non, 100 mais c'est à rarissime. ce niveau? C'est incroyable. Je pense qu'on n'a pas dans les stats récentes sur des matchs éliminatoires à haut niveau entre des équipes des écarts pareils 2 fois de suite à zéro. Je pense que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire ni de la Coupe d'Europe ni du rugby qu'on connaît avec des matchs éliminatoires en série. Enfin, c'est absolument incroyable. Mais ceci dit, tu dis le Leinster c'est l'équipe d'Irlande avec des mecs en plus. Le Stade Toulousain c'est un peu l'équipe de France avec des mecs en plus aussi. Hein. Aussi, ouais. Donc il n'y a pas grand-chose à leur envier, mais ça risque d'être très très dur d'aller les titiller là. Oui. Ouais, ça te montre la qualité de l'équipe, leur capacité à scorer et surtout la discipline. Parce que empêcher une équipe de marquer le moindre point, même sur pénalité, ça Ouais, te montre à quel c'est point il y ça. a vraiment une rigueur sur le terrain. Et ça promet une très belle demi-finale. Et le jour donner le ton. Hein. Ils viennent là pour aller jusqu'en finale et être champion d'Europe, très clairement.
Ouais, deux choses rapidement par exemple pour les points. C'est vrai qu'on a vu les 72 à 42, c'est quand même assez magique, mais aussi on a deux matchs dans le huitième des finales qui étaient à 1 point et à 2 points aussi. Donc c'est intéressant que ce soit des scores qui sont si hauts et après assez proches quand même pour certains. Et parfois on voyait que c'était des renversements en deuxième mi-temps. C'est ça qui est assez frappant, c'est que une équipe qui perd en première mi-temps qui après le bat par 20 points, c'est quand même intéressant. Avant, C'est la NBA, quoi, Thierry. Ouais, non, mais tu vois, il y Hein. avait. Non, mais NBA, en fait, normalement, il y a 2 ou 3 fois où ça reprend, tu vois, et normalement, c'est la fin de le troisième quart où vraiment ça va. C'est l'équipe qui gagne à la fin de troisième quart qui va gagner le match, typiquement. Moi, j'aime bien les Américains quand ils gagnent, comme ils disent, from behind. Yeah, come J'étais from mené, behind. mais je gagne quand même. Ça, c'est beau. Mais bon, donc si on parlait rapidement alors de ce match qui vont venir, on peut dire que dans tous les cas, il y aura une équipe française dans les finales. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a Ouais. Leinster contre Northampton, donc ça va être le 3 mai. Et après, le jour d'après, ça va être Toulouse contre Bordeaux. Allez, comme tu sais peut-être, Amélie, on est très mauvais en pronostic, donc tu as droit de faire des erreurs. On te laisse démarrer avec tes erreurs. Vas-y, dis-nous qui va être dans le final, s'il te plaît. Le Leinster, ça c'est une évidence. Et même si je reste toujours une supportrice désœuvrée cette année du Stade français, je reste toulousaine. Donc forcément, les Toulousains, ils n'aiment pas les Bordelais. Donc Stade Toulousain en finale contre le Leinster. Eh ben moi, je dis l'inverse. Voilà, je dis grosse surprise avec Bordeaux qui bat Toulouse en demi, qui prend sa revanche avec exploit de mes flèches préférées, la Penaud et Bielbiarré qui nous font rêver en équipe de France. Faut bien qu'ils sortent un moment de leur boîte en club. Donc je dis voilà, banderille bordelaise et Northampton qui renverse la table avec gros match de Pollock et de Freeman. Wow. Donc il faut absolument que tu reviens à Amélie pour parler de Obligé, tout ça. Amélie, pour la prochaine fois. Et est-ce que la France va battre Angleterre finalement? En Angleterre, je pense que ça va être très difficile. J'aimerais bien, ce serait un bon gage de confiance avant de démarrer la Coupe du Monde fin août, mais ce sera très difficile. Mais je l'espère, hein, je serai à Exeter pour le France-Italie au mois d'août pour leur premier match, donc j'aimerais Ah, top. effectivement qu'on soit pleine de confiance pour cette Coupe du Monde et ça va falloir passer par battre les Anglaises. Mais ça va être très difficile chez elles, vraiment. Moi, je crois que c'est possible parce que ça fait trop longtemps qu'elles nous battent et je pense qu'il y a toujours ce petit risque en compétition quand on est dominateur, c'est d'avoir ce petit complexe de supériorité, de rentrer sur le terrain en étant sûr de gagner. Je pense que les Anglaises peuvent avoir ce défaut et si les Françaises sont dans un bon jour, elles vont profiter de ce truc-là et les surprendre chez elles. Elles sont moins fortes, hein, c'est sûr. Honnêtement, pour moi, les Anglaises sont devant. Mais on voit, ça arrive quand même souvent que des équipes moins fortes battent. Et c'est ça qui est beau d'ailleurs dans la compète et dans le rugby en particulier, qui est un sport avec ce ballon ovale dont on sait jamais où il rebondit, où il y a parfois des coups du sort, où il y a des trappes qui s'ouvrent et puis on tombe dedans, etc. Donc, allez, une petite pièce sur les Françaises, un petit coup de bol, un petit complexe de supériorité anglais et chut, on y va. Je vous propose alors pour le dessert, on n'a pas du tout parlé de European Challenge Cup, où en fait tes Racing Men, mon cher Théo, ils sont battus de justesse en fait Connacht Rugby pour finir dans les demi-finales. Ils ont battu, c'était 43-40 et j'ai vu la fin du match, c'était un truc de ouf. Ils allaient perdre ce match finalement, ils avaient un carton rouge et un carton jaune, et c'était 13-15 dans les dernières minutes, mais ils ont pu, on va dire, garder la lead jusqu'au bout. Ouais, moi je suis très content pour eux. Un doublé de Nolan Le Garec qui malheureusement l'année prochaine s'en va à La Rochelle, mais ça c'est comme ça et il fait son choix. C'est un mec de l'Ouest. Bon, lui il est de Vannes, il est pas de Saint-Nazaire, Amélie, mais il retourne près de l'Atlantique l'année prochaine. Mais je trouve que c'est un groupe qui me surprend quand même. Ils ont été voués aux gémonies cette année, avec un début de saison, les 2 tiers de début de saison catastrophique, avec des défaites à la maison. Il y avait vraiment rien à tirer de ce groupe, avec Lancaster, avec sa tronche de triste cire, insupportable. On savait finalement absolument pas où allait ce groupe. Et en fait, ils sont en train de montrer qu'ils ont un groupe de copains. Il y a pas mal de jeunes quand même dans cette équipe du Racing, des mecs issus de l'Île-de-France, etc., qui sont tous entre eux. Et ils montrent qu'ils ont des valeurs, quoi. Ils ont été gagnés à Clermont. Là, ils battent le Connacht alors qu'ils étaient menés et qu'ils reprennent les devants, etc. Donc,
Voilà, je suis vraiment très très heureux pour eux et peut-être que cette compétition, qui est un peu une compétition oubliée, un peu secondaire, va leur sauver la saison parce que probablement ils seront pas en phase finale, probablement ils vont se maintenir, donc top 14 c'est une année à oublier. En revanche, s'ils allaient chercher un titre de challenge européen, ça sauverait complètement la saison et moi j'y crois parce que je pense qu'il y a vraiment la place avec les équipes qui sont en face et surtout avec ce qu'ils viennent de montrer. Oui, et puis de tout, on aura aussi de nouveau forcément une équipe française en finale, puisque Lyon a gagné contre les Ospreys aussi de justesse, hein, 20-18. Ouais, Donc 20-18, ouais. on va... Ça c'est vrai que les Gallois doivent nous en vouloir un peu là. Tout à fait, ouais. C'est pas leur année, hein, aux Gallois. Ça continue. En face, il y aura soit Edinburgh ou Bath pour le final, mais c'est comme tu dis, Amélie, forcément en équipe française, ça c'est bonne nouvelle. Je me pose juste la question si le Challenge Cup, est-ce que ça va durer longtemps? Parce qu'on vient de recevoir un petit truc qui nous disait qu'il y avait il y avait 10 clubs dans le top 14 qui étaient dans le rouge. Et je me demande, est-ce qu'ils gagnent de l'argent avec le Challenge Cup ou pas? Mais bon, il faut un petit reportage spécial. C'est pas pour aujourd'hui, mais juste on laisse ça là pour l'instant. Parce que ça serait intéressant de savoir, mais est-ce qu'ils gagnent de l'argent avec ces matchs de Challenge Cup? Est-ce qu'il y a assez de supporters pour faire en sorte que ça paye les deux équipes? Est-ce qu'ils rentrent à la maison avec un peu d'argent dans leur coffre? Sûrement un peu, il doit y avoir des droits. Sinon, est-ce que c'est pas juste des coûts pour... C'est dur pour des petites équipes dans le top 14 de ramener toute une autre équipe partout dans l'Europe pour jouer un match, je trouve ça... Surtout quand c'est aussi en Afrique du Sud. Et moi, je suis bien content là que les Sharks et les Bulls se soient fait dégager. Et moi, je suis furieux qu'on ait foutu des équipes sud-africaines dans ces matchs européens. Pour plein de raisons. Je trouve que, un, ça n'a absolument aucun sens. Deux, sur le plan écologique, c'est catastrophique. C'est une image complètement déconnectée de la réalité, de faire traverser la Terre pour aller faire un pauvre match de poule. Enfin, bref. J'étais furieux contre ce truc-là. Donc là, pas de club sud-africain champion d'Europe, même au challenge. Et moi, ça me va bien comme ça. Je suis pas très aimable sur ce coup-là, mais ça m'a fâché. Non, non, mais tu as raison, c'était une aberration. Il y a pas de, enfin, on peut pas appeler une Coupe d'Europe une Coupe d'Europe si on invite des clubs qui n'en font pas partie. Alors, est-ce qu'on peut apporter de la visibilité au championnat Sudaf ou l'ouverture voilà, à ses limites? Et effectivement, leurs prestations ont montré qu'ils n'avaient pas leur place, c'est tant mieux pour nous. Tu sais, on avait raison d'inviter Amélie et d'accord avec nous. Tu vois, c'est une bonne chose. C'est incroyable. Ça va peut-être pas durer longtemps, les garçons. Non, j'espère qu'ils ne seront pas tout le temps d'accord parce que Charlie n'était pas tout le temps d'accord avec moi. C'est vrai. En tout cas, Amélie, c'était un grand plaisir de t'avoir avec nous. J'espère te revoir bientôt en espérant qu'on parlera d'une victoire des Françaises contre les Anglaises. En tous les cas, on va parler de ce match. Sauf si tu gagnes, il me semble que si tu as un match là bientôt, ça dépend un peu de ta réussite sur le terrain. Donc, on devrait peut-être te dire bon match plutôt et tu nous diras par la suite comment ça va. Exactement. Ouais, j'espère aussi qu'on aura l'occasion de rediscuter rugby et particulièrement rugby féminin. Et après le Six Nations féminin, tout à fait. Et effectivement, on verra parce que quand les Français joueront leur finale contre l'Angleterre, je jouerai mon 16e de finale France. Donc on avisera, on trouvera un moment pour discuter, les garçons, avec grand plaisir. Bon, en tout cas, vraiment, Amélie, un immense merci. C'est un grand honneur de t'avoir avec nous, puisque je savais pas avant de commencer cet épisode, mais je ne savais pas que tu étais une star avec ta fille, que nous embrassons. Donc, vous faites partie du pack toutes les deux. Et maintenant, il nous reste à te donner rendez-vous après tous tes matchs avec elle, et puis un jour peut-être avec ta fille au micro. Et pourquoi pas. Génial, hein, qu'elle nous raconte un peu ce que ça fait de jouer avec sa maman, puisque nous, on sait ce que ça fait, puisque tu nous l'as dit, de jouer avec sa fille. Enfin, un peu, quoi. Grand plaisir, pourquoi pas. Ouais. On va se laisser s'avancer dans nos phases finales France et puis on vous débriefera notre saison toutes les deux avec grand plaisir. Ouais. Bon, c'est tout pour cet épisode. Grand merci à Amélie et à toi, mon cher Théo. Oui, merci Thierry pour tes talents d'animateur et d'organisateur. On vous embrasse tous et toutes, puisque peut-être qu'avec la présence d'Amélie, on aura encore plus d'auditrices. Je sais qu'on en a, hein, des filles qui nous écoutent. C'est pas du tout la première. En tout cas, on compte sur vous pour partager l'épisode, le faire écouter à ceux qui aiment, comme nous, le rugby, qui ont le cœur ovale, comme tous les membres du pack. Amélie, on t'embrasse. Thierry aussi, Charlie et tous les potes. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao.